Et bonjour les amis et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo visite et découverte spéciale de cet été 2026. Nous sommes dans le département du Loir-et-Cher pour vous raconter l'histoire du troisième des châteaux les plus visités de la Loire qui a connu beaucoup de propriétaires depuis sa construction. Avant qu'il ne devienne tel qu'on le connaît aujourd'hui, il était une imposante forteresse médiévale avec ses remparts et ses tours. Bienvenue à Cheverny. Nous commençons notre histoire au milieu du XIIIe siècle dans le comté de Blois, une principauté féodale du centre de la France. Nous allons nous concentrer particulièrement sur une famille prénommée les Hureaux, où chaque membre de cette famille vont gravir les différentes marches du pouvoir, de génération en génération, pour une place de haut rang parmi les plus importants du royaume, tout d'abord au service des ducs d'Orléans, puis les prestigieux rois de France. Le premier membre de la famille, qui apparaît sur un texte cartulaire en 1270, serait le chevalier Jean Ier de Hureaux, un proche du duc de Bretagne, Jean II, qui lui transmit un héritage à sa mort. Son jeune fils, Philippe Ier de Hureaux, chevalier lui aussi, acquit la terre de Cheverny en 1338, puis le château de Saint-Denis-sur-Loire en 1341. La famille accédera à la noblesse par un acte législatif en 1349, à la fin du règne du roi de France, Philippe VI, le premier de la branche cadette de la maison Valois qui régnera sur le royaume jusqu'en 1589. Quelques années plus tard, Philippe Ier mourra sur le champ de bataille avec son suzerain, le comte Charles de Blois, lors de la bataille d'Auray, dans le Morbihan, en 1364. Philippe II, seigneur de Saint-Denis, s'établit dans le comté de Blois après 1364, où il deviendra capitaine de la ville et du château de Blois. Il fit construire également une chapelle dans l'abbaye de Bourmoyen, où fut trouvé le texte cartulaire. En 1392, Jean II de Hureaux achète à Robert le Maréchal la terre de Cheverny, qui possède une vigne, un pressoir et une maison. C'est à la fin du XVe siècle que le domaine va s'agrandir par l'influence de Jacques Ier, le général des finances, sous les rois de France Louis XI et Louis XII, que son fils aîné, le seigneur Raoul II Hureaux de Cheverny, fit construire le premier château fortifié avec l'accord du roi Louis XII en 1510. C'est ainsi qu'une imposante forteresse située au cœur du domaine fut bâtie avec un pont-levis à chaînettes, des fossés de défense, plusieurs tourelles et des canonnières. Il demandera également à ce que le nouveau roi de France, François Ier, valide les concessions vassaliques pour permettre d'accueillir la cour lors de longs séjours, mais cela n'arrivera pas. Raoul perdra la faveur du roi à cause de son beau-père, qui est accusé de ne pas avoir payé une partie des troupes de l'armée lors de la 7e guerre d'Italie. Il se défend et prétend avoir remis la somme à Louise de Savoie, la mère du roi, mais rien ne change. Il sera quand même jugé coupable, puis sera pendu.
Il est réhabilité à titre posthume 2 ans plus tard. De son côté, Raoul rejoint l'armée d'Italie où il décède durant le siège de Naples entre le mois d'avril et le mois d'août 1528. Sa femme, Marie de Beaume, qui apprend le décès de son mari, décide de vendre le château à l'aumônier du roi Henri II, qui le cède à son tour à Diane de Poitiers en 1551, la favorite du roi, qui en sera la propriétaire pendant 13 ans, le temps des travaux d'un autre château qui se construit plus à l'ouest sur la Loire que lui a offert le roi, le château de Chenonceau. Mais à la mort de celui-ci, sa femme, la reine Catherine de Médicis, reprend Chenonceau à Diane de Poitiers, qui lui laisse en échange le château de Chaumont-sur-Loire. Ce sera le 25 février 1564 que le château de Cheverny retrouve la famille Hureau de Vibrailles par les fils de Raoul II, Jacques II son aîné et Philippe son cinquième fils, qui réussissent à apporter la preuve d'une vice de procédure de la vente du château en 1537. Diane de Poitiers le cède à Philippe Hureau de Cheverny, une personne importante de l'époque, un magistrat français, conseiller au Parlement de Paris, puis officier de la garde des Sceaux, puis chancelier du roi Henri III, qui érige la terre de Cheverny en vicomté à l'année 1577, puis en comté à l'année 1582. Henri IV le rappellera au titre de chancelier, où il sera un proche et fidèle courtisan du roi, qui devint le protecteur de la famille Hureau. Il sera le seul roi de France à dormir au château, si bien que son lit a été conservé dans les moindres détails. Quelques années avant sa mort, Philippe cède le château à son fils, le comte Henri Hureau, gouverneur du pays de Blois et de Chartres, qui, après un premier mariage au destin funeste, se remarie 2 ans plus tard avec la fille d'un avocat que l'on dit aussi belle que sage, d'esprit et de caractère, Madame Marguerite Gaillard de la Morinière. 3 ans plus tard, lors du retour de son exil, le comte est rappelé au service du roi. Il laisse son épouse, seule, qui va prendre soin du domaine. Selon la légende, c'est elle qui désire au comte de construire un nouveau château dans un style plus moderne avec son époque. Supprimer ce qui rappelle les mauvais souvenirs pour recommencer à zéro et s'en faire de nouveau. Le château sera complètement rasé au début des années 1620. Le chantier débute en 1624 et il sera si important que le couple ne le verra jamais terminé. Pour ce projet, les plus grands artistes de la région sont appelés à réaliser ce chef-d'œuvre dans un style classique homogène. La construction extérieure est réalisée d'après les plans de l'architecte qui a participé au château royal de Blois, Jacques Bougier. Le matériau utilisé sera une pierre de taille tuffeau que l'on trouve dans un village à 30 km au sud-ouest qui a pour particularité de blanchir et de durcir avec le temps. Celle-ci sera ornée de bustes d'empereurs romains. En 1629, c'est le menuisier germanique Evras Amébé qui est chargé des menuiseries extérieures, des portes et croisées et de plusieurs sculptures. À l'intérieur du château, chaque pièce, escalier, couloir, sera minutieusement détaillée au centimètre près. La décoration picturale est confiée à Jean Meunier, un peintre renommé. Sa mission, il orne les poutres, les lambris, les solives et huiseries de dessins de fables et d'allégories ingénieuses. Il réalise plusieurs plafonds inspirés de ses souvenirs pendant ses voyages en Italie. Au total, le château comporte 34 pièces réparties sur plusieurs étages, dont près de la moitié que vous pouvez découvrir lors de votre visite en passant par l'escalier d'honneur qui se trouve au centre du château, réalisé en pierre de style classique qui s'élève sous une voûte en berceau, ornée de sculptures champêtres qui se mêlent avec des motifs de guerre et de symboles des arts. À droite de l'entrée, vous arrivez dans la salle à manger qui est ornée de 34 panneaux de bois peints par Jean Monnier pour illustrer l'histoire de Don Quichotte, avec du mobilier en chêne massif qui se compose tout autour de la pièce, devant les murs recouverts de cuir de Cordoue, mais aussi une cheminée monumentale dorée à leur fin, alignée avec la table de bois au centre
qui peut accueillir jusqu'à 25 invités au-dessus d'un lustre hollandais en bronze massif argenté de plus de 100 kg. À gauche de l'entrée, il y a le grand salon, décoré sur les vœux de la marquise de Montglat, avec un plafond restauré bien plus tard, au XIXe siècle, et les murs recouverts par des tapisseries Aubusson. Le mobilier est composé d'un ensemble de commodes, de fauteuils et de canapés, avec une table de style de Louis XVI. On peut aussi distinguer plusieurs portraits, dont celui de Anne d'Autriche, Gaston d'Orléans, et de sa fille, dit la grande demoiselle, Anne-Marie-Louise d'Orléans. Il y a aussi la pièce du vestibule, avec les murs en blanc, où est accrochée une grande tapisserie des Flandres, qui représente le retour des pêcheurs, au-dessus d'une table à gibier à côté de bancs tendus de rouge. Puis vous passez par la galerie, une pièce qui mène à la bibliothèque, où l'on y retrouve une collection de portraits dans les membres de la famille Hureau, Jeanne d'Albert, et aussi de Monsieur d'Arlus, Monsieur de Laporte et l'abbé Armand de Rancé, ces trois-là regroupés autour du roi Louis XVI. Il y a notamment une petite commode où l'on peut observer un document signé de la main du premier président des États-Unis, George Washington, qui évoque un des ancêtres de la famille qui a combattu lors de la guerre d'indépendance des États-Unis de 1776. En arrivant dans le salon des tapisseries, vous trouverez 5 tapisseries des Flandres de l'artiste flamand David Tenier le Jeune, ainsi qu'un portrait de Maurice Quentin de la Tour, avec un ensemble de mobilier qui se compose de fauteuils Régence, d'une commode de style bouille en marqueterie d'écailles de tortue teintée en rouge de l'époque du roi Louis XIV, et d'un régulateur décoré de bronze, ciselé, toujours en état de marche, datant de Louis XV. Il indique les heures, les minutes, les secondes, le jour, la date et les phases de la lune. C'est plutôt cool. À côté, il y a la bibliothèque aux murs lambrisés avec une impressionnante collection diverse de plus de 2000 ouvrages. En plus d'un bureau estampaillé Jacob, le principal fournisseur de Napoléon Ier, et d'un tapis du XVIIe siècle originaire du Caucase. À l'étage, à droite, vous accédez aux appartements privés avec la chambre des naissances qui permettait aux mères de présenter leur nouveau-né qui dormait dans des berceaux en acajou, une chambre d'enfant et la chambre des mariés où vous retrouverez la robe de la marquise de Vibraille. Il y a notamment un petit salon exclusivement pour les dames nommé boudoir, une salle à manger familiale et le petit salon avec 2 canapés en merisier, empire et un fauteuil bergère de style Louis XV. Toujours à l'étage à gauche, il y a la plus grande pièce du château, la salle des armes, décorée par Monnier avec une grande collection d'armes et d'armures du XVe, XVIe et XVIIe siècle, dont quelques-unes ayant appartenu au duc de Bordeaux et au comte de Chambord, qui l'ont offert au marquis. Au fond de la pièce, entre 2 portes, il y a la cheminée de style Renaissance, peinte et restaurée à la feuille d'or. Quant au mobilier, il est composé d'un ensemble de fauteuils, Régence et de coffres de voyage dont une malle recouverte de cuir de Cordoue frappée aux armes du royaume de France et de Navarre. Puis on termine avec la dernière pièce qui se trouve juste après, c'est sans doute la plus importante, surtout riche en décoration, c'est la chambre du roi. Avec 8 tapisseries réalisées vers 1640, qui représentent les travaux du lys, le plafond à caissons de style italien et lambrisé avec des peintures sur le thème mythologique, avec l'histoire du demi-dieu Persée et la princesse Andromède, en plus des 30 scènes de l'épopée romantique et complexe de Théagène et Chariclée sur les lambris. Cette chambre est meublée avec un lit à baldaquin recouvert de broderies persanes du XVIe, sur une dimension de 2 mètres de long sur 1,60 m de large. Aucun roi n'a dormi dans la chambre, en revanche, le lit, oui, puisqu'il a servi quand Henri IV était de passage dans l'ancien château. Le reste se compose d'un prie-dieu, de 2 chaises et d'un ensemble de fauteuils recouverts de tapisseries d'Aubusson. Henri Hureau décède un peu après sa femme en 1648. Il ne leur reste que 2 enfants sur 7 qui héritent du domaine. C'est la marquise de Montglat, avec son mari François de Paul de Clermont d'Amboise, qui rachète la part de sa sœur pour finir les décorations intérieures.
Pour fêter leur nouveau domaine, flamboyant, neuf, ils décident d'organiser de grandes fastueuses fêtes pour en faire profiter la cour. Derrière le château, un peu plus loin, est bâti l'orangerie, un bâtiment clos doté de vastes fenêtres dans lesquelles on abrite, pendant les mauvaises saisons, les orangers et les citronniers. Ces arbres exotiques sont très demandés à l'époque. Puis elle sera aménagée bien plus tard, en 1979, comme salon de détente pour un bon café ou une bonne tasse de thé, au choix. Mais la famille va une nouvelle fois perdre le château par Louis de Clermont de Montglat, ambassadeur au Danemark, qui le lègue à son cousin Jean-Baptiste, qui le vendra un 22 juillet 1755 au comte Henri-Claude Harcourt. Pendant les 70 années qui suivent, le domaine va voir passer beaucoup de propriétaires, dont un certain Jean-Nicolas Dufort, qui entreprend des gros travaux de rénovation en 1765. Il le sera encore pendant la Révolution française de 1789, où le château sera épargné. Puis le siècle suivant, il continue de voir beaucoup de propriétaires jusqu'en 1825, où il revient à la famille par la succession en viager de Julien Guillot à Anne-Victor Hureau, marquis de Vibrailles, descendant de Denis Hureau, le fils cadet de Raoul II. Héritier d'une longue tradition dans la vénerie, les meutes dédiées à la chasse à courre, une technique très ancienne, les chenils sont construits en 1850. Ils abritent une centaine de chiens anglo-français tricolores, nés d'un croisement de deux races réputées pour leur qualité cinétique, le foxhound, en l'anglais, et le poitevin français. En tout, c'est plus de 52 000 kilos de nourriture par an. Ça fait beaucoup. Au début du XXe siècle, le marquis de Vibrailles décide d'ouvrir le château au public pour combler le coût de l'entretien du domaine. Il sera l'un des premiers privés à ouvrir ses portes au public. Au départ, 6 salles, puis 10, puis 16, et enfin la plus récente en 2014, tout au bout de l'escalier, la chapelle. C'est en 1994 que le parc ouvre à son tour par l'arrivée des derniers propriétaires actuels, Charles-Antoine et Constance de Vibrailles. C'est un océan de pelouse de près de 100 hectares qui entoure le château avec des arbres remarquables tels que le tilleul, le séquoia et plusieurs variétés de cèdres. Pour vous donner un aperçu, l'allée principale en face du château atteint une longueur de près de 6 km, ce qui permet de rejoindre le jardin potager qui fait fleurir le château avec des conceptions contemporaines. Mais aussi les autres jardins aménagés dans différents endroits du parc à découvrir, comme celui des apprentis à proximité de l'orangerie, un labyrinthe, le ruban des tulipes en fonction des saisons, le jardin de l'amour avec ses sculptures monumentales en bronze créées par le sculpteur franco-suédois Gdemar Olofsson et le jardin sucré. Au début des années 2000, le château héberge une collection relative à Tintin, une bande dessinée créée par le dessinateur Hergé avec la première parution à l'année 1942 qui s'inspire du château dans ses histoires alors qu'il ne l'a jamais vu en vrai. Il le découvre sur un dépliant touristique où il crayonne les silhouettes de ses personnages. Cette bande dessinée est un succès planétaire avec plus de 270 millions d'exemplaires vendus en 2019, ce qui offre au château une renommée mondiale et une aubaine commerciale très importante. La famille aménage un espace spécial consacré aux héros et à ses acolytes dans un des bâtiments de la petite partie de l'ancien château de Raoul Hureau, les communs. 700 mètres carrés à découvrir pour petits et grands. L'autre partie sert aujourd'hui à l'entretien, au stockage des outils et à l'administration du domaine en particulier. En 2022, une nouvelle boutique dédiée à l'univers de Tintin, située près de l'entrée, ouvre ses portes. Une multitude d'objets au choix. L'occasion de ramener un petit souvenir, c'est trop bien. Pour conclure, le château de Cheverny, c'est plus de 500 ans d'histoire sur un domaine gigantesque, ouvert tous les jours depuis plus de 100 ans. Mais aussi une renommée mondiale, avec l'une des bandes dessinées européennes les plus célèbres du XXe siècle, devenant le deuxième château privé le plus visité de la Loire, avec 350 000 visiteurs par an. C'est énorme.
Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce château ouvert, unique, qui est en France, qui est incroyable, je vous mets le lien en dessous dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Gardez le sourire. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo visite et découverte. Il fait chaud, hydratez-vous bien. Salut!